Bonjour. Alors, le bassin d'Arcachon est réputé pour son plan d'eau calme, ses huîtres, ses ports et villages ostréicoles, son phare du Cap Ferré, l'île aux oiseaux, les cabanes chanquées, la ville d'hiver d'Arcachon, sa douceur de vivre, la dune du Pilat et ses plages. Mais généralement, quand on parle des plages du bassin d'Arcachon, on pense aux plages de la petite mer intérieure et on oublie souvent qu'il y a aussi les plages du lac de Cazaux et surtout les plages océanes qui se situent sur la façade atlantique de la presqu'île du Cap Ferré et après la dune du Pilat jusqu'à Biscarrosse. Et concernant ces plages océanes après la dune, elles portent différents noms, hein, comme le Petit Nice, la Lagune, la Salie Nord, la Salie Sud, le Wharf, le Trinquat, Bobby's, Roots ou encore la Limite. Alors l'une d'elles, je vous l'ai dit, s'appelle Bobby Plage, ou plutôt devrait-on dire le spot de Bobby. Mais pourquoi ce nom à consonance anglo-saxonne? Alors on entend par-ci par-là que ce serait dû à un soldat américain. Mais en fait, non. Le nom de Bobby Spot, hein, qui, attention, doit s'écrire avec un seul B et non deux comme on peut généralement le voir, et vient tout simplement d'un surfeur local, Bobby. Et Bobby, ben, le voici. Il s'agit en fait de Benoît Chollet, un enfant du pays, né en 1976 à Gujan-Mestras, et dont le surnom depuis l'adolescence est Bobby. Il a commencé le surf en barbotant en bodyboard en 1985 à l'âge de 9 ans, en suivant son père qui faisait du surfcasting, avant de se mettre debout sur une planche de surf en 1985 à l'âge de 11 ans. Et alors très vite, hein, il recherche des spots isolés, tranquilles, loin du monde, pour être juste avec ses potes. Et c'est ainsi que dès l'été 1992, il trouve un endroit isolé, tranquille, entre la Salie et la Limite. Il y amène ses amis, mais ce lieu devient vraiment son endroit de prédilection. Et d'ailleurs, face à son assiduité, hein, quand on cherchait Bobby, tout le monde savait qu'il y avait de grandes chances qu'il soit dans les vagues de cette plage. Eh bien, les autres surfeurs locaux ont tout simplement appelé cet endroit le spot de Bobby. Et c'est resté. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'il est répertorié sur tous les sites de spots de surf au monde. Mais Bobby s'inscrit dans une lignée de précurseurs de surfeurs locaux, hein. Par exemple, le premier surfeur sur la plage de la Salie a été le regretté Robert Bayarja qui, dès le milieu des années 60, donc relativement peu de temps après l'apparition du surf en France à Biarritz en 1952 avec les Tontons Flingueurs, eh bien, rapidement après Robert Bayarja, arrivent des personnalités locales comme Guy Garcia, Michel Montaussé, Loulou Marley, Renaudin, Jean-Paul Ménard et encore les frères Dupuy. Et en fait, ce sont eux qui fondent en 1970 la Salie Surf Club. C'est aussi à cette époque que Guy Garcia, Baptiste Dupuy et Jacques Albert chèpent des planches à Arcachon sous la licence Lighting Bolt. Et ils deviennent ainsi les premiers shippers locaux. Alors aujourd'hui, le La Salie Surf Club existe toujours et depuis le 2003, il existe aussi Ocean Roots, qui est à la fois club et école de surf. Et en digne héritier de tous ses précurseurs, eh bien Bobby a enseigné et continue d'enseigner le surf à de très nombreux enfants locaux et touristes, hein, dans les écoles de surf, puisqu'il est moniteur de surf depuis 1997. Et depuis 1999, il chèpe aussi des planches. Il est en fait concepteur et créateur de planches de surf sur mesure qui prennent en compte le poids, la taille, le niveau du surfeur et aussi le type de vague qu'il veut surfer. Et chaque planche est unique dans son design et peut être personnalisée pour la déco. Et son atelier se trouve à la Teste. Et d'ailleurs, ici, vous avez justement une planche shapée par Bobby et juste à côté, une planche shapée par Baptiste. Mais d'où nous vient cette pratique du surf? Alors le surf, il est né dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Polynésie et Hawaï. Et le 16 janvier 1779, quand le marin britannique James Cook arrive dans la baie de Kaelakelpua, dans la grande île d'Hawaï, il est accueilli par des milliers d'Hawaïens sur des pirogues et des planches de surf. D'ailleurs, il l'évoque brièvement, hein, dans son journal, et c'est la première mention du surf dans un écrit occidental. Après son tragique décès, où il est tué sur l'île d'Hawaï, son second lieutenant, James King, décrit lui aussi dans son journal de bord cette étonnante pratique et il note avec admiration comment les Hawaïens, sur une planche, filent sur l'eau grâce aux vagues qui les ramènent sur le rivage. Alors les Hawaïens appellent cela le Heenalu, ce qui veut littéralement dire glisser sur la vague et se fondre avec elle.
Alors, tous les navigateurs européens et nord-américains qui se succéderont hein, dans ces différents archipels admirent véritablement la rencontre des Polynésiens avec la vague et surtout le plaisir qu'ils semblent prendre à se faire transporter par la plage, jusqu'à la plage pardon, par son mouvement. Ces navigateurs, d'ailleurs, observent cette pratique aussi bien dans la baie de Tahiti, hein, comme par exemple en 1788, James Morrison, le second maître à bord du célèbre Bounty, aux Marquises aussi en 1813 avec le capitaine David Porter. Et à cette époque, les surfeurs, alors qui ne s'appelaient pas encore bien sûr comme cela, utilisaient de longues planches taillées dans un tronc d'arbre qui s'appelait le koa. Et à l'époque, elles pouvaient peser de 50 à 80 kilos. Donc imaginez comment ça devait être lourd. Mais le surf, à l'époque, était une pratique à la fois liée au domaine du sacré et déterminante socialement. La fabrication des planches était très ritualisée par le choix des arbres et la pratique en elle-même se faisait en relation avec les dieux. Les planches étaient différentes aussi selon les groupes sociaux. La famille royale ne pratiquait pas comme le commun des mortels, mais tous pouvaient pratiquer, les jeunes hommes comme les plus âgés, les femmes et même les enfants dès leur plus jeune âge. Mais ce lien avec les temps païens et surtout la nudité des corps dans les vagues fait considérer cette pratique avec méfiance par ces missionnaires qui du coup vont tout faire pour interdire ce qui leur semble relever du paganisme et surtout de l'indécence. Alors sans jamais totalement disparaître, la pratique du surf va donc très fortement diminuer et devenir quasiment marginale. Cependant, en 1866, un Américain qui va devenir très célèbre par ses romans sous le nom de Jack London fait un séjour à Hawaï et il est le premier occidental à y pratiquer le surf, donc, mais bon, a priori, pas forcément très très bien. Et c'est bien d'ailleurs comme sport et comme loisir sportif que le surf va renaître au début du XXe siècle, notamment grâce à un Hawaïen qui va faire rayonner cette pratique. Il s'agit du jeune Duke Kahanamoku, excellent nageur, qui sera d'ailleurs 5 fois médaillé olympique, hein, ses premiers jeux datent de 1912, et il est aussi un passionné de surf. Il va devenir une star hollywoodienne car en fait, il a été chargé par son île natale, hein, Hawaï, de promouvoir le surf avec des films qui vont rendre le surf immensément populaire aux États-Unis d'Amérique, surtout sur la côte ouest en Californie. Alors, on peut noter quand même qu'à la même époque, hein, dans le début des années 20, eh bien, la célèbre romancière anglaise Agatha Christie, on s'y attendrait pas, mais en fait, a été la première femme occidentale à essayer le surf. Alors, c'était en tandem, mais c'était sur la plage de Waikiki à Hawaï. Après, la Californie a joué un très grand rôle hein, dans l'expansion du surf à travers le monde, avec le premier développement de la société des loisirs aux États-Unis qui se produit dans les années 50-60. En effet, dans la société nord-américaine, tout comme en Europe, l'émergence des loisirs et du divertissement prend alors de l'ampleur. Et parmi tous les divertissements possibles du 19e siècle, eh bien, les activités sportives ainsi que le tourisme deviennent très importants. Les activités de plage, qui autrefois étaient liées aux thérapies, s'inscrivent alors dans le domaine des loisirs touristiques. Et dès le début du XXe siècle, eh bien, en fait, le surf intègre la société des loisirs en Californie et va finir par se répandre dans le monde entier. Alors en France, la plage est bordée par l'océan, mais elle n'est apprivoisée véritablement qu'à partir des années 1950 et encore, hein, très timidement et avec méfiance, tant la population doit encore apprendre à s'approprier ce lieu sauvage qui fait peur, qui est lieu de tous les dangers, lieu de naufrage, et surtout, elle doit apprendre à nager, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, le surf moderne représente des millions de pratiquants. Il est aussi bien un sport de compétition de professionnels que d'amateurs, un mode de vie, un jeu de plage et une activité économique devenue très importante. D'ailleurs, le surf est devenu une image forte hein, de notre société et il va devenir discipline olympique à partir des JO du Japon, alors qui initialement était prévu à l'été 2020, mais reporté en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Et pour les JO de Paris en 2024, eh bien, c'est l'île de Tahiti, le spot de Taipuo, qui a été retenu pour les épreuves et on peut y voir comme une sorte de juste retour aux sources hein, finalement. Alors depuis plus d'une vingtaine d'années, hein, la véritable star mondiale du surf s'appelle Kelly Slater, qui détient le record hein, de titre de champion du monde qu'il a gagné
11 fois. Il est d'ailleurs surnommé depuis l'extraterrestre pour avoir apporté, intégré dans les compétitions mondiales des figures très radicales et aériennes dans les années 1990. Et le surf véhicule des valeurs très importantes, qui sont par exemple l'humilité, la patience, la persévérance, la santé, le respect, le partage, l'adversité, le lâcher-prise, la confiance en soi, mais aussi d'un tourisme responsable. Et le surf est devenu une composante à part entière des images d'identification de la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il se pratique partout sur la côte atlantique, d'Andaille jusqu'à l'île de Ré. Et c'est la raison pour laquelle le musée d'Aquitaine de Bordeaux lui a dédié une exposition de juin 2019 à début janvier 2020. Et à cette occasion, le livre La déferlante surf, que je vous montre ici, a été édité par le musée et il relate cette fabuleuse histoire et il m'a servi de source pour vous faire toute la partie historique du surf. Alors aujourd'hui, tout comme nous, les surfeurs sont confinés. Ils n'ont pas accès aux plages pour la pratique de leur sport. Et après le 11 mai, pour l'instant, il n'est toujours pas prévu qu'ils puissent y retourner. Cela leur manque énormément, d'autant que le surf se pratique individuellement, en milieu ouvert et naturel. Donc le monde du surf, notamment avec le président de la Fédération nationale, Jean-Luc Arassus, se mobilise pour essayer de pouvoir retrouver l'océan, la vague, pouvoir surfer à nouveau, tout en respectant les mesures demandées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Et j'espère qu'ils pourront retourner le plus rapidement possible dans les vagues. Alors, et vous, vous essayez quand? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Comme dit Bobby, à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Au revoir.